Espace TV, le 22h. Vous nous regardez à Tata 1 et 2, c'est à l'AB. Merci de nous préférer. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Donc voici le sommaire. À l'usine Odav, les travailleurs maintiennent le débrayage et exigent l'amélioration de leurs conditions de sécurité. Ce mardi encore, ils étaient fortement mobilisés devant l'usine où ils ont reçu le soutien du syndicat national des ferrailleurs de Guinée. Et nous irons ce soir à Bela, vous allez le voir, le fleuve Bembeya, éponyme de l'emblématique groupe Bembeya Jazz, ne revêt plus ses caractères mythiques. Le fleuve tend à disparaître, son histoire aussi. Le dundumba, un instrument de musique, mais aussi un style de danse qui a ses origines dans le Amana, actuel Kouroussa. Que font les fils continuataires pour préserver le patrimoine? C'est notre angle de ce soir. Une fois encore, bonsoir. Le président du Conseil national de la transition a reçu en audience le coordinateur résident du système des Nations unies en Guinée ainsi que l'ambassadeur de la Grande-Bretagne. Les échanges ont porté sur les activités du CNT, les perspectives et l'engagement des diplomates à accompagner la transition guinéenne pour sa réussite. Les deux rencontres ont eu lieu ce mardi au Palais du Peuple en présence de Mamoudou Bouléré Diallo et Aliouba, nos reporters. Suivez. L'ambassade de la Grande-Bretagne en Guinée ouvre le bal des audiences au CNT. Objectif premier, s'enquérir des travaux entrepris par les membres de cet organe transitoire afin de définir un plan d'accompagnement. Le Royaume-Uni est un ami de longue durée de la Guinée. Nous sommes amis pendant les différents changements dans le pays. Les relations sont très bonnes et c'est important pour moi de renforcer des relations et les réunions comme ci sont un moyen d'aider à souligner l'importance de continuer avec l'amitié amicable entre les deux pays. Ensuite, c'est une délégation du système des Nations Unies qui est reçue par le président du CNT. Le coordinateur résident vient mesurer la température de la transition guinéenne à travers les conseillers nationaux. Nous avons offert notre soutien en tant que système des Nations Unies dans toutes ses dimensions, soutien qui pourra prendre la forme de formation, d'échange, de dialogue, donc pour pouvoir accompagner les nouveaux membres du CNT dans leur tâche qui est importante et qui est lourde. Voilà, donc les discussions ont porté sur les différentes dimensions de la transition, sur la rédaction de la nouvelle constitution, sur ce qu'il est important de mettre dans cette constitution. Ce sont deux rencontres pleines de sens pour cet organe qui fait office du Parlement guinéen. D'abord que nous avons une pleine conscience des tâches qui nous attendent. Nous savons que les populations ont de très fortes attentes que nous entendons effectivement combler. La question sur la durée de la transition a été évoquée dans la salle des actes avec la délégation du système des Nations Unies. Aucune précision sur le délai n'a été donnée à la presse. Je vous le disais au sommaire et on en parlait depuis hier, le dossier ODAV dans cette édition d'information. Les travailleurs étaient ce mardi encore devant l'usine pour les mêmes revendications, l'amélioration de leurs conditions de vie et de sécurité. Sur le terrain, les grévistes ont bénéficié du soutien du syndicat national des ferrailleurs de Guinée. Un autre accident se serait encore produit ce mardi dans la même industrie. Bernard Koundouno et Aboubakar Din Kamara pour le compte-rendu. La révision du syndicat des travailleurs figure parmi les points de revendication des travailleurs de l'usine Odav en débrayage depuis l'accident mortel d'un de leurs le jeudi dernier. Loin de ces travailleurs, l'Union générale des travailleurs de Guinée suit de près l'évolution de cette situation. Cette centrale syndicale menace de poursuivre en justice les auteurs de cet accident. Est-ce qu'en montant, la personne portait sa ceinture? Si elle n'avait pas sa ceinture, nous sommes disposés à aller jusqu'à porter plainte cette fois-ci contre cette entreprise, parce que ça nous fait 7 fois que nous enregistrons des morts sur le site. Dans plusieurs unités industrielles du pays,
Les syndicalistes sont souvent choisis par les employeurs. Un des points de protestation de ces grévistes qui demandent le changement du syndicat. L'UGTG souhaite un arrêt des activités afin de résoudre ces problèmes. Pour nous, aujourd'hui, la première des choses, c'est de dire à monsieur l'inspecteur qu'il faut d'abord fermer ODAV. Nous ne sommes pas contre les investisseurs, mais ceux qui s'engagent à venir investir dans notre pays doivent aussi faire l'engagement, prendre l'engagement de respecter les lois de notre pays. L'inspection générale du travail de Dubreka est également pointée du doigt par ces grévistes. Pour eux, cette entité est souvent corrompue avec de l'argent à chaque fois qu'il y a accident dans cette unité industrielle. Cette inspection, il nous avait dit qu'il allait nous rencontrer, mais par fini, on a compris qu'ils ont été corrompus par l'argent. Ce mardi encore, un autre cas d'accident de travail se serait produit aux environs de 15 heures. Pour les travailleurs, le jeune homme est victime d'une brûlure. À l'infirmerie où il était admis, nous n'avons pas eu accès à la victime pour plus de confirmation. Selon les agents de sécurité qui restent nos seuls interlocuteurs, le jeune aurait passé 48 heures sans manger, une information niée par ses collègues. Il y a encore la brûlure. La brûlure, ils ne veulent pas nous faire comprendre que quelqu'un est encore accidenté. C'est des arguments. Devant l'usine ce mardi, les grévistes ont bénéficié du soutien du syndicat national des ferrailleurs de Guinée dans cette lutte. Le syndicat national des ferrailleurs de Guinée adresse et apporte tout son soutien au mot d'ordre de grève émis par les employés de la dite usine jusqu'à la satisfaction générale. À Dubreka, où nous nous sommes rendus pour avoir la version de l'inspection préfectorale du travail sous les instructions de la hiérarchie, ceux-ci disent ne pas avoir toutes les informations sur le dossier malgré les différentes missions effectuées sur le terrain. Pour être plus complet sur ce dossier, on nous apprend à la dernière minute que dans la soirée, quelques éléments de manifestants ont été interpellés par la police. Seydouba Sako ne terminera pas son mandat à la tête de la mairie de Matam. La faute à celui qui avait écourté le séjour d'Alpha Condé à Sékou Touré. Seule différence, l'ancien maire est soupçonné de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique et complicité. Que dit la loi? Est-ce que les procédures ont-elles été respectées? Mamadou Sadio Baldé a pris l'avis d'un juriste constitutionnaliste. Suivez. Il n'est pas encore établi par une juridiction qu'effectivement il est en faute. Alors si tel n'est pas le cas, sur la base des soupçons, pour rien au monde, une autorité exécutive peut révoquer un maire de ses fonctions. Pourtant, c'est pour éviter l'excès du pouvoir de l'exécutif sur les administrateurs locaux qu'une réforme avait exigé que désormais il faut une procédure juridique pour révoquer un maire. L'autorité décentralisée a commis des bavures, a commis des fautes, a commis des manquements. Quand cette autorité établit effectivement que l'autorité décentralisée est en porte-à-faux avec ses obligations, en ce moment, sur la base de ce jugement d'une juridiction de la place, l'exécutif peut prendre une décision de révocation. Si le maire ne se reproche de rien dans sa gestion, il peut engager une procédure pour être rétabli. C'est-à-dire, si vous prenez l'acte de révocation, au point de vue forme et fond, il y a des problèmes. Maintenant, est-ce que celui qui est la victime va vouloir se mettre dans la logique d'exercer les voies de recours qui sont à sa disposition? Point d'interrogation. Le maire révoqué, automatiquement, c'est le premier vice-maire qui doit terminer le mandat, ce conformément aux lois en vigueur. À rappeler que selon le code des collectivités, les membres de l'exécutif d'une commune peuvent être suspendus par arrêté du ministre en charge de commune lorsque leur négligence à accomplir leurs fonctions a été dûment constatée. La durée de la suspension ne peut excéder 3 mois. Le même code précise que les membres de l'exécutif communal coupables de manquements graves à leurs obligations après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés peuvent être révoqués par décret sur proposition du ministre en charge des collectivités locales. Toujours dans les mêmes dossiers ou similaires, mais cette fois bref, il faut ajouter que dans une sortie médiatique ce mardi dans le journal
télévisée de la télévision nationale, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières a fait une sortie pour citer de nouveaux noms. Il a évoqué le dossier Air Guinée. Ali Touré a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire visant 3 personnalités, dont Cellou Dalein Diallo et Mamadou Sylla. Parmi les chefs d'accusation figurent la corruption et le recel. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. C'était en un moment possible, voire surréaliste, même d'y penser. Les victimes de Kapororaï, Kipé 2 et Dimes vont être dédommagées. L'entreprise ivoirienne IMAG Holding a déjà proposé 50 milliards de francs guinéens, soit 40 millions de francs par famille. Une offre refusée pour le moment par les victimes qui réclament plus. Les négociations sont certes en cours et elles disent être ouvertes au dialogue. Alseini Bari, Ibrahima Dekosouma ont rencontré leur porte-parole. Suivez le compte-rendu. Les victimes de déguerpissement de Kapororaï sont peut-être les plus heureuses du coup d'État contre Alpha Condé. Déguerpis le 25 février 2019 sans préavis, les victimes de Kapororaï, Kipé 2 et Dimes peuvent enfin souffler. Les négociations ont été entamées entre le collectif des victimes, l'État et les représentants de la société IMAG Holding, cette société ivoirienne qui a obtenu le marché pour aménager la zone. La dernière offre écrite qui nous a été envoyée, qui a été donc envoyée à notre avocat, évoque un montant de 50 milliards de francs guinéens qui pourrait être mis à la disposition des victimes. Mais on n'arrive pas encore à s'entendre parce que d'abord le montant est dérisoire. Si vous le divisez entre 1200 et quelques familles, chaque famille n'aura que 40 millions. Ces victimes fustigent également le mode de paiement qui est de 2 ans 6 mois, soit 5 milliards de francs guinéens par trimestre en fonction des recettes issues des baux effectués. On n'est pas du tout d'accord. D'abord, le montant, comme je l'ai dit, est dérisoire et personne ne sait qu'est-ce qui peut se passer pendant cette période-là. Qui sera à la tête du pays? Ce sont des étrangers, il faut le reconnaître. IMAG Holding, en cas de problème, ils peuvent tout naturellement disparaître du pays et nous, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Mais elles se disent toutefois ouvertes au dialogue, un dialogue franc et sincère. Nous sommes ouverts à des compromis, mais ce que nous n'accepterons pas, c'est qu'on nous roule dans la farine, comme on l'a fait avec les gens de Dar es Salaam. Nous réclamons à la fois nos terres, mais également qu'on nous restitue de l'argent pour reconstruire nos maisons. D'ailleurs, nous, on ne veut même pas de l'argent. Si c'était vraiment de façon normale, nous, on préfère qu'on construise des maisons et qu'on nous donne les clés pour qu'on rentre dedans. Les négociations vont donc se poursuivre. Notons simplement que la convention qui liait l'État guinéen au groupe 3GB avec Guicopress, Guiter et Bejec stipulait que ces 3 sociétés devraient contribuer à 50% pour le dédommagement des victimes, avant que le régime Condé ne fasse volte-face. Par un décret pris par le chef de l'État, le président de la transition, lundi soir, le Fonds des promotions et de développement minier a changé de nom pour devenir Fonds des investissements miniers. Pour Kemoko Touré, ancien directeur général de la CBG, le changement de nom des structures n'a pas assez de sens. L'essentiel est qu'elles soient indépendantes et dotées des moyens de leur politique. Djibril Bal a rencontré et suivi le décryptage. Le changement de dénomination de l'organe qui est chargé de collecter et de gérer les fonds issus du secteur minier en Guinée n'est pas un grand événement pour Kemoko Touré, ancien directeur général de la CBG. Il s'interroge plutôt sur son efficacité et son impact sur le quotidien des Guinéens. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'est-ce que cette structure fera, qu'il soit différent de ce que faisait la structure précédente et qu'il soit surtout plus utile pour la Guinée et les Guinéens. Dans un passé récent, plusieurs organes de gestion et de contrôle minier ont été créés, mais leur impact sur le terrain laisse toujours à désirer, fait remarquer Kemoko Touré. Selon le code minier guinéen, concernant la taxe sur les chiffres d'affaires des entreprises minières, chaque société doit verser à l'État 0,5%, mais ces fonds sont souvent mal gérés, déplore-t-il.
J'ai dirigé une entreprise minière. Cette entreprise minière aussi allouait des fonds à des structures d'État, mais ces fonds n'étaient pas toujours utilisés dans le sens qu'il fallait. Et c'est ce qui m'avait amené d'ailleurs à en soustraire une partie pour des actions de développement pour les jeunes et les populations locales. Pour éviter une mauvaise gestion des fonds qui sont alloués à ces structures, Kemoko Touré souhaite que ces dernières soient dirigées par des personnes crédibles et qui aspirent à un avenir harmonieux pour tous les Guinéens. Sur la base d'un conseil d'administration composé de personnes irréprochables, répartirait ces fonds au bénéfice au niveau national. De nos jours, plus de 13 millions de tonnes de bauxite sont exportées par an. Cette augmentation de la production bauxitique enregistre des milliers d'emplois directs et indirects. Donc, cette volonté des nouvelles autorités de contrôler le secteur minier pourrait le redynamiser. Un secteur qui a permis à l'économie guinéenne de résister à la crise sanitaire due au Covid-19. Enfin, ça y est, bien que provisoire, la junte met à la disposition des hommes de médias une maison pour abriter leurs activités. La remise officielle des clés a été faite ce mercredi par le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Le nouveau siège de la Maison de la Presse fait partie des domaines de l'État guinéen qui sont en train d'être récupérés des mains des particuliers. Marissa Camara, Ibrahima Sori Camara. Voici la nouvelle Maison de la Presse qui va désormais abriter les activités des hommes de médias. Un geste de la junte au pouvoir à titre provisoire en attendant la construction d'une infrastructure dédiée. Je voudrais, au nom de la presse, dire merci au CNRD, à son président, le colonel Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées, chef de l'État. Je voudrais témoigner que c'est pour la première fois que le gouvernement met à la disposition de la presse une maison. La ministre de l'Information et de la Communication a apprécié ce geste du président de la transition qui avait promis à la presse de la doter d'un nouveau cadre digne de nom. Ce mardi 15 février 2022 est un grand jour et il le demeurera. La doléance dont la solution semblait la moins immédiatement possible est satisfaite. Dieu soit loué. C'est le ministre secrétaire général de la présidence de la République qui a représenté le président de la transition, colonel Amara Camara, a réaffirmé les ambitions du colonel Doumbouya d'accompagner toutes les couches socio-professionnelles dans leur épanouissement. À la tête du CNRD, il a promis la justice, en faisant de la justice la boussole qui va éclairer l'ensemble des fils du pays. L'un des combats du président, ce sera à la fin de la transition que tous les fils de Guinée ont pu se regarder en frères et non en adversaires. Il faut rappeler que ce bâtiment était occupé par l'ancien DGA du patrimoine bâti public. Il disposait d'un contrat de bail de plusieurs années, mais la maison est finalement revenue dans le portefeuille de l'État. Il reste désormais à savoir quel entretien les hommes des médias feront de cette maison. Je le rappelle que c'est une maison de la presse toute provisoire. En début du mois de janvier, la Guinée avait enregistré plus de 1000 cas d'hospitalisation de Covid-19. Une flambée liée au variant Omicron qui continue de faire des cas dans certains pays à travers le monde. Ces derniers temps, la Guinée connaît progressivement la baisse du taux de positivité de la maladie à Covid-19. Mais attention, ce taux de positivité est le résultat du taux de fréquentation des candidats au dépistage. La situation interpelle l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui invite les citoyens à se faire dépister pour pouvoir retirer du public les personnes touchées par la Covid-19. Ali Badara Kamara et Ibrahima Sori Kamara. 0,6%, c'est le taux de positivité de la Covid-19 en Guinée remarqué depuis une semaine. Certes, ce taux de positivité de la maladie virale est en baisse, mais il reste cependant le résultat du taux de fréquentation des candidats au test de dépistage Covid. Dans toute la Guinée, ce lundi, seulement 171 personnes se sont fait dépister.
Il y a 3 jours, 29 personnes seulement sur l'ensemble du pays se sont fait tester, parmi lesquelles aussi une personne, n'est-ce pas, s'est révélée positive à la Covid-19, donnant un taux de positivité de 3,4%. C'est ce que je disais tantôt, qu'actuellement le taux il oscille entre 0,5 à 3 ou 4%, ce qui n'est pas vraiment en tant que tel un chiffre reluisant, parce que, encore une fois, il est proportionnel au faible taux de dépistage. Couper la chaîne de transmission de la maladie à Covid-19 pour contrôler la maladie passe nécessairement par le dépistage et l'application des mesures barrières dans le pays. L'Agence nationale de sécurité sanitaire donne des précisions. C'est seulement le dépistage, donc la stratégie du dépistage qui nous permet, n'est-ce pas, de savoir qui porte la maladie, qui ne la porte pas. Sur les 87 patients suivis dans les 19 centres de traitement épidémiologique, 64 sont asymptomatiques. Un autre facteur difficile à gérer si le porteur n'est pas dépisté à temps. Les 87 cas confirmés qui sont hospitalisés dans les CTP, il y a 65 qui sont asymptomatiques. Pourquoi ces 65 asymptomatiques sont hospitalisés au CTP? C'est parce que c'est des patients qui ont des courtes morbidités. Pour limiter la contamination communautaire et contrôler la maladie en Guinée, l'Agence nationale de sécurité sanitaire invite les citoyens à se faire dépister en vue d'extirper du public les porteurs du virus. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire est toujours en tournée dans les écoles de l'intérieur du pays. Il a bouclé l'étape de la Haute-Guinée avant d'arriver hier en Zérékoré, c'est en Guinée forestière. Suivez le résumé de son séjour de la savane avec Justin Leno et Djibril Kabak Kamara. Tournée du ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation à l'intérieur du pays, étape Haute-Guinée. Après la ville de Kankan, comme vous l'avez compris il y a quelques jours, nous allons à Madiana où nous avons découvert dans la Diaran la fameuse école à Hangar. Guillaume Hawing décide d'évaluer des élèves qui y étudient pour s'assurer s'il s'agit vraiment d'une école. Tu as combien de voyelles? On n'avait pas fait ça. De là, direction Sigiri et c'est au lycée Kankou Moussa, le plus ancien établissement de la préfecture, construit en 1962 et rénové une seule fois depuis sa création. Et ça fait que depuis 5 ans, 6 ans maintenant, malheureusement l'école jusqu'à présent est dans cet état-là, elle n'est pas achevée. Quelques écoles visitées à Madiana, nous partons à Kérouani où la délégation a croisé Moussou Guémou. C'est ici où il faut être fort pour supporter la chaleur que l'enseignante titulaire y travaille. Moussou Guémou, originaire des Zérékoré en Guinée forestière, vit dans ces conditions précaires depuis 14 ans de cela. Le ministre n'est pas au bout des surprises pour l'étape de la Haute-Guinée. Il a décidé de clore sa tournée à l'école primaire de Nouni. Ici, ces groupes d'élèves composés des tout-petits étudient à même le sol. Raison avancée par les encadreurs, le manque de tables-bancs. Pourtant, le bureau de l'association des parents d'élèves et amis de l'école APAE a avoué devant Guillaume Hawing qu'il a bien des sommes encaissées. Alors, que se passe-t-il avec cet argent collecté? Pas de réponse rassurante. Le ministre, cette fois-ci, décide de suspendre le directeur de l'école. Même si tu as une pierre à la place du cœur, tu ne peux pas résister à cela. Des enfants guinéens, des fils guinéens, des tout petits, ils passent tout le temps, certains d'ailleurs sous le soleil. J'avoue très honnêtement que ça déchire le cœur. Choqué, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, Guillaume Hawing, continue sa mission en passant par Beila pour un autre marathon en Guinée forestière, la dernière étape, avant de regagner Conakry. Autre sujet de l'actualité, les acteurs évoluant dans la filière bois dans la commune de Matoto ont désormais une représentation syndicale. Les membres de ce bureau syndical ont été installés ce mardi au cours d'une cérémonie organisée à cet effet. Un conclave rehaussé de la présence d'une délégation de la CNTG, Idrissa Bari et Amara Alexila pour le compte-rendu. Depuis juin 2021, la coupe du bois est interdite sur tout le territoire guinéen.
Une décision qui a fortement impacté les activités des agents évoluant dans la filière bois. Pour atténuer cette souffrance, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a pris un acte en janvier dernier pour autoriser le transport des stocks vers Conakry pour la consommation locale. On est en train de fatiguer les derniers consommateurs. Nous, par exemple, nous n'avons pas assez de problèmes. Parce que quand il y a 7 à 200 000, c'est les 200 000 tu vas faire tes premiers pour ajouter encore un intérêt. Alors si aujourd'hui, tout ce monde-là se regroupe, c'est parce que tout le monde a vu le problème et on soutient le syndicat et nous allons y parvenir. Afin de mieux protéger les acteurs de la filière, un bureau syndical communal vient d'être installé dans la commune de Matoto. Composé de 17 membres, ce bureau syndical dirigé par Ibrahim Khalil Kondé se fixe pour mission de défendre les intérêts de l'ensemble des acteurs évoluant dans la filière, ceux de la coupe à la consommation, en passant par les transporteurs et les vendeurs de bois. On veut limiter tout ça maintenant là. Pour limiter ça, il faut qu'on se donne la main. Nous, les acteurs de bois, les vendeurs et à la source, les gens qui coupent, si on se donne la main, on va couper la scène. C'est par confiance, on m'a confié ces postes-là. Et je m'engage à 100%. Inch'Allah, par la grâce de Dieu, je ferai tout mon possible pour soulager mes amis. La validation et l'installation de ce bureau a été présidée par le coordinateur national des acteurs de la filière bois au compte de la CNTG. Il invite l'ensemble des acteurs à avancer ensemble dans l'unité d'action. C'est les acteurs qui vont se faire marcher le bureau. Qu'elles ne devraient pas négliger le bureau. C'est le bureau qui est leur travailleur. Un responsable du syndicat, c'est un travailleur. Dans son plan d'action annuel, le bureau compte s'investir dans la lutte contre les tracasseries routières dont sont souvent victimes les transporteurs de madriers de bois, prévient le secrétaire syndical. À Massanta, une séance de sensibilisation en faveur de la promotion de la paix pour une cohésion parfaite et une quiétude sociale dans la localité se poursuit dans la ville. C'est une initiative des fils ressortissants et résidents soutenue par le Fonds de consolidation de la paix. Moïse Bichien-Lama était présent dans la ville de Massanta. Suivez son reportage. C'est la salle de réunion de la commune urbaine qui a servi de cadre à cette rencontre de sensibilisation. Jeunes, personnes âgées et les femmes étaient fortement mobilisés pour imprimer à la rencontre tout son sens et leur volonté d'entretenir la paix à Massanta. Selon le maire de la commune urbaine, ce sont seules la paix et la bonne cohabitation qui peuvent booster l'élan de développement de Massanta. La paix est le socle du développement. Notre cité a besoin de paix et de cohésion sociale pour permettre à sa jeunesse et à ses femmes de marquer leur présence positive et effective sur l'échiquier régional et national. Quant aux deux communautés vivant dans la ville de Massanta, elles ont décidé de faire la paix et la cohésion parfaite pour le bien-être de Massanta. À partir d'aujourd'hui, nous, la jeunesse de Massanta, nous allons vraiment se reconstruire, s'aimer, se pardonner. On se donne la main pour que notre préfecture de Massanta s'avance et on évolue ensemble la jeunesse. Pour les partenaires, c'est une résistance totale. Ils estiment d'emblée que la paix est revenue à Massanta. Vous remercier de tous les efforts que vous êtes en train de consentir dans notre préfecture pour consolider l'union, pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir le processus de développement harmonieux qui est notre vision. À rappeler qu'en décembre 2020, les Loma et les Manians étaient affrontés autour du choix d'un patriarche pour la ville. Cela avait fait des morts, des blessés et des dégâts matériels considérables, sans compter la fragilisation du tissu social. Je vous le disais au sommaire, le cours d'eau Bembea dans la préfecture de Bela est en voie de disparition. Ce site qui a inspiré le nom de l'orchestre Bembea Jazz National est un patrimoine historique à préserver, mais malheureusement aujourd'hui il est abandonné à lui-même. Il risque de s'effacer si rien n'est fait. Selon les populations de Bela, et ça c'est le reportage
de André Mossier Milimuno et Aboubakar Kekebangora. Vous vous rappelez encore sans doute cet orchestre qui a fait danser la Guinée et le monde dans les années 60, le Bembea Jazz National. L'orchestre a été créé ici, dans la préfecture de Beila. Il a au début porté plusieurs noms avant d'adopter le nom de ce cours d'eau, Bembea. Cette rivière à l'époque était un lieu mythique où les habitants d'alors effectuaient des rituels et faisaient des offrandes. Le mot Bembea tire son nom de la langue Pelé ou Guerzé. Bembe signifie liane et Ya signifie eau ou marigot ou rivière. Donc les deux associés ont donné Bembeya, c'est-à-dire la rivière où on trouve les lianes. Au moment où l'orchestre Bembea Jazz a adopté le nom de ce cours d'eau, le groupe a depuis lors fait des exploits à travers le pays, mais aussi le monde entier. L'orchestre doit ses multiples réussites à ce cours d'eau. Selon ce sage de Beila, il confie d'ailleurs que tous les groupes artistiques et autres qui ont porté le nom de cette rivière ont fait des exploits. Il y avait le Kebendo Jazz de Gekedou et le Bembea Jazz. C'est les deux là qui étaient beaucoup renommés. Mais au festival national, Bembea a été retenu. Lucene Kourouma venait jouer aux alentours de ce site lorsqu'il était tout petit. Aujourd'hui, il regrette le visage de ce cours d'eau en état d'abandon. Il interpelle les autorités. Il peut être aménagé. On peut faire une piscine autour de laquelle on peut organiser des jeux. Et ça peut profiter à la jeunesse. Ça peut être une source de revenus pour la jeunesse. Quelques survivants de l'orchestre national Bembea Jazz viennent encore visiter ce site. Un geste de reconnaissance selon Lucene Kourouma. Audiovisuel en Guinée, c'est le premier essai du journaliste Jacques Léoa Leno. À travers cet ouvrage, il place le diagnostic du secteur des médias sur la base de ses observations et expériences professionnelles du secteur. Mariama Foudé Kamara et Yacouba Traoré l'ont rencontré ce matin pour parler de cette œuvre. Suivez le compte-rendu. Après une dizaine d'années d'expérience dans le métier de journaliste, Jacques Léoa Leno s'essaie en écriture. Son ouvrage à l'audiovisuel en Guinée est une analyse sur la pratique de la profession en Guinée. Il parle de son expérience personnelle. Il y a une première partie qui est consacrée à mon expérience personnelle de mes années de stage jusque là où je suis aujourd'hui. J'ai pu le raconter à l'intérieur, vous trouverez ce que j'ai pu observer. Je n'ai rien caché, je n'ai pas regardé la tête d'un patron pour dire bon, il y a ça, je vais me méfier, j'ai tout dit. Bon, on peut pas tout dire, il y a des choses peut-être que je n'ai pas pu relever, mais l'essentiel de ce que j'ai pu constater, j'ai pu le dire. Dans cet essai de 123 pages, ce chroniqueur de l'émission Les Grandes Gueules nous parle de l'idée de pluralité dans le secteur des médias qui, à ses yeux, est un progrès. Effectivement, l'idée de la pluralité est désormais une réalité. Il y a beaucoup de médias, donc les auditeurs, les téléspectateurs ne sont plus obligés de rester accrochés à un seul média. Les défis dans le secteur des médias, il en fait cas et analyse aussi quelques rapports entre les institutions et les organisations non gouvernementales sur le travail des hommes de médias en Guinée. Bas salaire, conditions de travail difficiles. Je me suis dit qu'il ne faut peut-être pas continuer à observer à cette ère, il faut parler. Les rapports des institutions, StatView International par exemple, qui a fait le travail pour la haute autorité de la communication ou à sa demande, vous avez certains constats. La presse écrite est en train de chuter véritablement. Mais il y a de plus en plus une partie du public qui semble préférer s'informer sur les réseaux sociaux. Édité par l'Harmattan Guinée, l'ouvrage est vendu à 14 €, soit 140 000 francs guinéens. À présent, place à notre angle d'histoire.
En Haute-Guinée, plus précisément dans le Hamana profond, actuelle préfecture de Kouroussa, est née il y a plusieurs années une percussion locale mais riche et variée, le dundumba, joué à travers des instruments de musique traditionnelle. Le dundumba ou la danse des hommes forts s'impose à tous. Ismaël Nabé a rencontré la troupe Ambada Sofoli, Nabé et Camio pour ce grand angle. C'est dans le Hamana qu'est né le Dundumba ou encore la danse des hommes forts. Cette danse, au rythme du Dundu et de Yembe, a cependant plusieurs subdivisions qui ont chacune une histoire, un sens et un contexte. En terre africaine, chaque événement est une occasion d'en découvrir d'autres. Commençons donc par ce rythme. C'est le Bunjani en dialecte maninka. Il est joué pendant les jours qui précèdent le mariage d'une jeune fille. Pour accompagner la future épouse chez son mari, celle-ci a droit à ce tour de bara pour prouver sa maîtrise des pas de danse du terroir. Den Bendounou, la fille qu'on porte au cou, il s'appelle Den, comme bébé. On le porte comme bébé. C'est pourquoi on dit Dendounou, le rythme de bébé. Si tu traduis ça en français, Dendounou. Donc le rythme pour accueillir le bébé dans la place publique. Den Bendounou, Nkala do Brado. Ce rythme, quant à lui, est le premier dans le panorama des sonorités à Hamana et à Guérédou, deux localités frontalières du Grand Baté. Bon, le Kong, je dis à plusieurs maintes fois que le Kong est le soubassement de tous les rythmes de Guérédou et Hamana, clair et net. Le Kong. C'est le Kong. C'est l'alphabet des rythmes malinké. Quand je dis malinké, je me limite de Hamana et de Guérédou, la famille du Dunumba. C'est là où le Dunumba est né. La Guinée, c'est aussi les masques. Ils sont illustratifs et représentent des personnages mystiques de la société. Il s'agit de marquer les périodes d'initiation des jeunes à travers l'excision ou la circoncision. Le Soloulin, c'est tout ça. Le masque là est invité pour sauvegarder les enfants qui vont être initiés contre les mauvais génies, on dit, contre les mauvais diables, et contre les sorciers qui vont suivre les enfants. Dans le mandingue, le rôle des forgerons est d'une aide inéluctable à la société. Les artistes en premier, grâce à eux, les Guembé, Dundu, Carignan
et autres instruments de musique traditionnelle sont fabriqués. Pour leur rendre hommage, les Folila leur dédient ce rythme-là. Mais il est là-bas, il fait des cloches, il fait des kenchenkoudou, il fait des sangbankala, tout, ça vient de la forge. Pour encourager. Et à part de ça, il fait les débats, les charrues, les coupe-coupes, tu vois, c'est lui qui a fabriqué tout ça là. Même le djembéné, pour la danse de Dunumba. Donc c'est Touba qui a fabriqué tout ça là. Le dundun et le djembé ne servent pas que sur la place publique du village. Ils représentent également une drogue pour ceux qui sont sous le poids des travaux champêtres. En Afrique, tout est rythme, donc tout est art. Du forgeron du village, en passant par le bûcheron, la femme de ménage en train de piler ou le ruissellement de l'eau ou les cris d'oiseaux, tout a un lien avec ce que nous ne pourrons jamais renier, notre culture. Alors on danse un peu de Dundumba ? Voilà comment s'achève cette édition d'information réalisée par Mamadou Kalisso, Fatmata Bintabari et si à la régie, Lamine Sidibé. Merci à toute l'équipe de la rédaction et portez-vous bien.